Oui, 173 600. Ce chiffre ne correspond ni à la population d'une petite métropole, ni aux bénéfices annuels d'un groupe industriel, encore moins au bilan officiel d'un séisme. Non. 173 600, c'est le nombre de Sahraouis qui survivent aujourd'hui dans les camps de Tindouf perdus au cœur du désert algérien à près de 2000 km d'Alger. Des hommes, des femmes, des enfants, des anciens, déracinés depuis un demi-siècle. Certains ont poussé leurs premiers cris sous ces tentes battues par le vent. D'autres y ont vu grandir leurs propres enfants. Et beaucoup y ont enterré ceux qui les avaient précédés. 3 générations condamnées à une existence suspendue coincée entre l'exil et l'oubli, sans État pleinement reconnu, sans frontières véritables, sans possibilité de retrouver une terre dont le statut reste encore prisonnier des blocages internationaux et des silences diplomatiques des Nations Unies. Et ce conflit oublié du Sahara occidental, ce conflit que les médias français refusent systématiquement de couvrir honnêtement, ce conflit que CNews ne mentionnera jamais dans ses débats, ce conflit qui dure depuis 51 ans. Maintenant, il est probablement aujourd'hui le dossier diplomatique le plus explosif du Maghreb, plus explosif que les tensions franco-algériennes, plus explosif que les questions énergétiques, parce que c'est le dossier qui peut du jour au lendemain faire basculer toute la région méditerranéo-saharienne dans une configuration géopolitique radicalement nouvelle. Aujourd'hui, je vais te raconter cette histoire. Je vais te donner les faits, les dates, les chiffres, les acteurs, et tu vas comprendre pourquoi en 2026, le dossier du Sahara occidental est devenu la clé stratégique qui peut tout changer au Maghreb, en Afrique et même en Europe. Avant de commencer, dis-moi en commentaire depuis quel pays tu nous regardes. Algérie, France, Canada, Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Sénégal, Mauritanie, Maroc, Émirats, États-Unis, Afrique du Sud. Écris ton pays, écris ta ville et dis-moi aussi si tu savais vraiment ce qui se passe à Tindouf et dans le Sahara occidental. Ou si pour toi, comme pour la plupart des gens dans le monde, ce conflit est un nom vague, une réalité lointaine, une question qu'on préfère ne pas aborder parce que c'est exactement pour ça que cette vidéo existe, pour briser le silence. Et si tu n'es pas encore abonné à Voix des Chouada, abonne-toi maintenant, active la cloche parce que dans les 20 prochaines minutes, tu vas comprendre un dossier que 90% de la population mondiale ignore complètement. Pour comprendre le Sahara occidental, il faut remonter à, oui, tu as bien entendu, 1884. Cette année-là, lors de la conférence de Berlin qui a officialisé le partage colonial de l'Afrique entre les puissances européennes, l'Espagne s'est vue attribuer un immense territoire désertique situé entre le Maroc et la Mauritanie, 266 000 km². Peuplé d'une population nomade, les Sahraouis, descendants d'une ancienne population berbéro-arabe, pratiquant un islam sunnite malikite. L'Espagne colonise ce territoire de façon intermittente pendant presque un siècle. Elle le nomme Sahara espagnol, puis dans les années 1970, le vent de la décolonisation souffle sur toute l'Afrique et le Sahara espagnol n'y échappe pas. En 1973, un mouvement de libération nationale sahraoui se crée, le Front Polisario. Polisario, acronyme de Front populaire de libération de la Saguia El Hamra et du Rio de Oro, les deux provinces historiques du Sahara espagnol. Ce mouvement, inspiré par les luttes de libération algérienne et palestinienne, prend les armes contre le colonisateur espagnol et il obtient rapidement des succès militaires. En 1975, sous la pression internationale et face à l'épuisement de l'Espagne franquiste, Madrid décide de se retirer. Mais au lieu d'organiser un référendum d'autodétermination comme le demandait l'ONU, l'Espagne signe en novembre 1975 les accords de Madrid, un accord secret avec deux pays, le Maroc et la Mauritanie. Ces deux pays se partagent le territoire sahraoui en violation flagrante du droit international. Le Maroc prend les 2/3 nord, la Mauritanie prend le tiers sud. Les Sahraouis, eux, ne sont pas consultés. Ils ne sont même pas informés officiellement. Leur pays est vendu comme une marchandise. Quelques jours après le 6 novembre 1975, le roi Hassan II du Maroc organise ce qu'il appelle la Marche verte. 350 000 civils marocains entrent au Sahara occidental armés de drapeaux et d'exemplaires du Coran. Officiellement, c'est une marche pacifique. En réalité, c'est le prétexte à une invasion militaire qui suit immédiatement derrière. L'armée marocaine occupe les villes principales. Le Polisario soutenu par l'Algérie organise la résistance et la guerre commence. Cette guerre va durer 16 ans. De 1975 à 1991, 16 ans de combat dans le désert.
6 ans des bombardements au napalm sur les populations nomades, 16 ans d'exode massif vers l'Algérie où le président Houari Boumedienne, fidèle à sa doctrine anticoloniale, ouvre les portes du pays aux réfugiés sahraouis. Ces réfugiés s'installent dans la région de Tindouf. Ils construisent progressivement ce qui va devenir l'une des plus grandes agglomérations de réfugiés de l'histoire de l'humanité. 5 grands camps à Ousserd Boujdour, Dakhla, Laayoun, Smara. Chaque camp porte le nom d'une ville du Sahara occidental occupée par le Maroc pour ne jamais oublier d'où l'on vient et où l'on retournera un jour. Ces deux pays se partagent le territoire sahraoui en violation flagrante du droit international. Le Maroc prend les 2 tiers nord, la Mauritanie prend le tiers sud. Les Sahraouis, eux, ne sont pas consultés. Ils ne sont même pas informés officiellement. Leur pays est vendu comme une marchandise. Quelques jours après, le 6 novembre 1975, le roi Hassan II du Maroc organise ce qu'il appelle la Marche verte. 350 000 civils marocains entrent au Sahara occidental armés de drapeaux et d'exemplaires du Coran. Officiellement, c'est une marche pacifique. En réalité, c'est le prétexte à une invasion militaire qui suit immédiatement derrière. L'armée marocaine occupe les principales villes, le Polisario soutenu par l'Algérie organise la résistance et la guerre commence. Cette guerre va durer 16 ans, de 1975 à 1991. 16 ans de combat dans le désert. 6 ans de bombardements au napalm sur les populations nomades. 16 ans d'exode massif vers l'Algérie où le président Houari Boumedienne, fidèle à sa doctrine anticoloniale, ouvre les portes du pays aux réfugiés sahraouis. Ces réfugiés s'installent dans la région de Tindouf. Ils construisent progressivement ce qui va devenir l'une des plus grandes agglomérations de réfugiés de l'histoire de l'humanité. 5 grands camps à Ousserd Boujdour, Dakhla, Laayoun, Smara. Chaque camp porte le nom d'une ville du Sahara occidental occupée par le Maroc pour ne jamais oublier d'où l'on vient et où l'on retournera un jour. En 1991, après 16 années de guerre, un cessez-le-feu est signé sous l'égide de l'ONU. Cet accord prévoit explicitement l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental. Ce référendum devait permettre aux Sahraouis de choisir entre 3 options: l'indépendance, l'autonomie sous souveraineté marocaine, l'intégration pure et simple au Maroc. Une mission de l'ONU est créée spécialement pour organiser ce vote, la MINURSO Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Nom officiel, mandat clair, objectif précis. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis 1991? Rien. Absolument rien. Plus de 35 ans plus tard, en 2026, ce référendum n'a toujours pas eu lieu. Pourquoi? Parce que le Maroc, qui avait initialement accepté le principe, a compris très vite qu'il perdrait un vote organisé sur des bases démographiques normales. Les Sahraouis voteraient massivement pour l'indépendance. Rabat ne veut pas perdre. Alors, Rabat bloque systématiquement. Pendant 3 décennies et demie, Rabat a inventé 1000 excuses pour retarder le référendum. D'abord sur les listes électorales, puis sur la sécurité, puis sur la légitimité des observateurs, puis sur le principe même de l'autodétermination. Si cette analyse te parle, mets un like sur cette vidéo maintenant. Le bouton bleu en bas, ça prend 1 seconde, mais ça permet à cette histoire que les médias français refusent de raconter honnêtement d'atteindre d'autres personnes. Continue avec moi parce qu'on n'a pas encore abordé le bouleversement majeur de ces dernières années. Maintenant, parlons de 2020 parce que 2020 est l'année qui a tout changé. Du moins, c'est ce que le Maroc voudrait faire croire. Le 10 décembre, Donald Trump, alors président des États-Unis, signe une proclamation présidentielle reconnaissant la souveraineté marocaine sur l'ensemble du territoire du Sahara occidental, première puissance mondiale à faire un tel geste. Cette reconnaissance s'inscrit dans le cadre des accords d'Abraham qui voient le Maroc normaliser officiellement ses relations avec Israël en échange de cette reconnaissance américaine. Un deal, un échange le Sahara occidental contre la normalisation avec Tel Aviv. Pour le Maroc, c'est un triomphe diplomatique historique. Pour le droit international, c'est une catastrophe parce que la reconnaissance américaine est juridiquement très problématique. Elle contredit frontalement les résolutions de l'ONU sur le droit à l'autodétermination des Sahraouis. Elle ignore les positions de la Cour internationale de justice qui, dans son avis consultatif de 1975, a explicitement reconnu aux Sahraouis le droit à l'autodétermination, et elle révolte profondément l'Union africaine qui maintient sa position en faveur d'un référendum. La réaction algérienne est immédiate. Alger dénonce la décision de Trump comme une violation du droit international. Elle renforce son soutien politique, financier et militaire au Polisario,
Et surtout, elle rappelle son ambassadeur aux États-Unis pour consultation. Un signal diplomatique fort. Ensuite arrive le 13 novembre 2020, point de bascule militaire. Le Maroc entre militairement dans la zone tampon de Guerguerat à l'extrême sud-ouest du territoire pour démanteler une manifestation pacifique organisée par des civils sahraouis. Le Polisario considère cette intrusion comme une violation du cessez-le-feu de 1904-21. Il déclare officiellement la reprise de la guerre armée contre le Maroc. Depuis cette date, il y a à nouveau des combats au Sahara occidental, des accrochages réguliers le long du mur marocain, des frappes de drones marocains sur des positions sahraouis et des victimes des dizaines, peut-être des centaines, dont le décompte exhaustif reste à faire. Et puis, en juillet 2024, nouveau séisme. Emmanuel Macron, président français, envoie une lettre officielle au roi Mohamed VI du Maroc, dans laquelle il reconnaît que le plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental est la seule base pour résoudre ce conflit. C'est la première fois qu'un président français prend une position aussi tranchée en faveur du Maroc. Après les États-Unis et l'Espagne en 2022, c'est maintenant la France qui rejoint le camp marocain. L'Algérie réagit avec une colère froide. Le président Abdelmadjid Tebboune rappelle immédiatement son ambassadeur à Paris. Les relations bilatérales s'effondrent et une série de représailles commence dont on a parlé dans plusieurs vidéos précédentes. Et en 2025, les choses ne font qu'empirer. Le 30 et 1 octobre 2025, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte la résolution 2797 qui renouvelle le mandat de la MINURSO jusqu'au 30 et 1 octobre 2026. Mais cette résolution, c'est ce que les médias français ne te disent pas, ne valide pas le plan d'autonomie marocain. Elle n'endosse pas la position de Rabat. Elle se contente de renouveler la mission d'observation existante. 11 votes en faveur, 3 abstentions dont la Russie et la Chine et l'Algérie qui refusent explicitement de participer au vote pour la deuxième année consécutive comme elle l'avait fait en 2024 également. Ce refus de participation, c'est un signal diplomatique majeur. Alger dit au monde « Nous ne cautionnons pas un processus qui ignore le droit à l'autodétermination ». Tu comprends maintenant l'intensité de ce dossier. Un conflit qui semblait gelé pendant 30 ans est redevenu brûlant en 2020, avec des combats militaires sporadiques, avec des alignements diplomatiques majeurs qui bougent avec une polarisation internationale croissante entre ceux qui soutiennent le Maroc et ceux qui défendent l'autodétermination sahraoui. Maintenant, je veux que tu comprennes pourquoi ce dossier est aujourd'hui le plus explosif du Maghreb. Pour cela, je vais te donner 3 raisons stratégiques. Première raison, la question du Sahara occidental touche à la philosophie même de la diplomatie algérienne. Depuis Boumedienne, l'Algérie a bâti toute sa politique étrangère sur la défense du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le soutien au Vietnam contre les États-Unis, le soutien à la Palestine contre Israël, le soutien à l'ANC contre l'apartheid sud-africain, le soutien à la SWAPO en Namibie, le soutien au Polisario au Sahara occidental. Ces soutiens forment une cohérence doctrinale. Abandonner les Sahraouis, ce serait abandonner 60 ans de politique étrangère. Ce serait renier Boumedienne. Ce serait renier les principes fondateurs de l'Algérie indépendante. Aucun dirigeant algérien ne pourra jamais faire ça. Tebboune ne le fera pas. Son successeur ne le fera pas. L'armée ne le permettrait pas. C'est une ligne rouge absolue de la diplomatie algérienne. Deuxième raison, la question du Sahara occidental touche à l'équilibre stratégique du Maghreb tout entier. Si le Maroc finissait par absorber définitivement le Sahara occidental avec l'aval international, il deviendrait le géant du Maghreb. 266 000 km² de territoire supplémentaire, des ressources phosphatées immenses, une façade atlantique élargie, un accès privilégié à l'Afrique subsaharienne, un positionnement stratégique renforcé. Cette montée en puissance marocaine représenterait un bouleversement de l'équilibre régional que l'Algérie, pour des raisons de sécurité nationale, ne peut absolument pas tolérer. Elle transformerait le Maroc en puissance dominante du Maghreb et reléguerait l'Algérie à un rôle secondaire dans sa propre région. Troisième raison, la question du Sahara occidental est un test pour le droit international. Si un pays peut par la force et par la diplomatie s'approprier le territoire d'un autre peuple en violation des résolutions de l'ONU, alors toutes les frontières deviennent remises en question, pas seulement en Afrique, mais partout dans le monde. C'est pour cela que l'Algérie se bat sur ce dossier, pas seulement pour les Sahraouis, pas seulement pour sa propre sécurité, mais pour défendre un principe universel, celui du droit des peuples à l'autodétermination.
Ce principe est au fondement de l'ordre international post-1945 et l'Algérie refuse de le voir s'effondrer. Maintenant, parlons de la réalité humaine parce que derrière tous ces enjeux géopolitiques, il y a 173 600 êtres humains qui vivent dans des conditions extrêmes depuis 50 ans. Les camps de Tindouf sont situés dans l'une des régions les plus inhospitalières de la planète. Le climat y est d'une brutalité absolue. L'été, les températures dépassent 50 degrés Celsius. L'hiver, les nuits tombent à moins 10 degrés. Les tempêtes de sable peuvent ensevelir des tentes entières en quelques heures. Les ressources en eau sont extrêmement limitées. La majorité des produits alimentaires et des biens de première nécessité dépendent de l'aide humanitaire internationale. Le Programme alimentaire mondial distribue des rations de base. Le HCR coordonne les opérations humanitaires. L'Algérie fournit une aide logistique massive. Et pourtant, malgré ces conditions, les Sahraouis ont construit dans ces camps quelque chose d'extraordinaire. Des écoles qui fonctionnent, des universités qui forment des ingénieurs, des médecins, des juristes, des hôpitaux qui soignent la population, des médias qui informent des institutions politiques, qui gouvernent un parlement, un gouvernement des élections internes, toute une structure étatique en exil qui attend patiemment le retour sur la terre ancestrale. Et il faut le dire parce que c'est essentiel, les femmes sahraouies jouent un rôle absolument central dans cette organisation sociale. Les camps de Tindouf sont probablement l'une des sociétés les plus féminisées du monde arabe. Les femmes dirigent les écoles, les femmes gèrent les hôpitaux, les femmes participent massivement à la politique. Les femmes forment l'épine dorsale de la résistance civile sahraoui. Cette féminisation est le fruit d'une culture nomade historique où les femmes avaient toujours joué un rôle fort. Mais elle est aussi le fruit de 50 ans de lutte où beaucoup d'hommes ont été tués, emprisonnés ou absorbés par la vie militaire. Si tu trouves cette vidéo précieuse, partage-la maintenant avec un membre de ta famille qui ignore tout du drame sahraoui, avec un ami qui pense que le conflit du Sahara occidental est déjà réglé comme le prétend la propagande marocaine, avec un jeune qui cherche à comprendre les vraies lignes de fracture du Maghreb contemporain. Donne-lui cette histoire, donne-lui ces chiffres et laisse-le comprendre. Maintenant, je veux qu'on parle des scénarios d'avenir parce que la grande question que tout observateur sérieux doit se poser est la suivante: comment ce dossier peut-il évoluer dans les 5 à 10 prochaines années? Premier scénario, le statu quo prolongé. C'est le scénario le plus probable à court terme. Les combats sporadiques continuent au Sahara occidental. La MINURSO continue son mandat limité. Les Sahraouis continuent à attendre dans les camps. Le Maroc continue à consolider son contrôle administratif sur les zones occupées. La France. L'Espagne et les États-Unis continuent à soutenir le plan d'autonomie marocain. L'Algérie, la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud et de nombreux pays du Sud continuent à soutenir l'autodétermination. Et rien ne bouge vraiment. C'est frustrant, c'est injuste, mais c'est la trajectoire la plus probable tant qu'aucun événement majeur ne vient perturber l'équilibre. Deuxième scénario, l'escalade militaire. Les accrochages entre le Polisario et l'armée marocaine s'intensifient. Le Polisario, possiblement équipé de drones et de missiles plus sophistiqués par ses soutiens internationaux, inflige des pertes croissantes à l'armée marocaine. Le Maroc réplique par des frappes massives. L'Algérie pourrait être tentée d'intervenir indirectement sans franchir la ligne rouge de l'intervention directe. Ce scénario deviendrait rapidement incontrôlable et pourrait déboucher sur une confrontation directe Algérie-Maroc. C'est le scénario le plus dangereux et c'est pour cela que les deux pays, malgré leurs tensions, ont jusqu'ici évité toute confrontation militaire directe. Troisième scénario, la percée diplomatique. Un changement politique majeur dans l'un des pays clés États-Unis, France, Espagne, Maroc, Algérie provoque une reprise des négociations sérieuses sous l'égide de l'ONU. Un compromis historique est trouvé, soit un référendum enfin organisé après des décennies d'attente, soit une autonomie très large réellement négociée avec le Polisario. Ce scénario est peu probable à court terme, mais il n'est pas impossible à moyen terme si la pression internationale s'intensifie. Quatrième scénario est peut-être le plus intéressant pour nous, la reconnaissance élargie de la RASD. Des pays importants du Sud global comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Brésil, l'Iran, ou des puissances montantes comme l'Indonésie renforcent leur soutien public à la cause sahraoui. L'Union africaine, qui reconnaît déjà la RASD depuis 1984, pousse pour une reconnaissance internationale plus large. La RASD devient progressivement un État reconnu par une majorité de pays, même si les pays occidentaux maintiennent leur soutien au Maroc. Ce scénario est en cours. Il avance lentement, mais il avance et chaque année qui passe, il progresse.
Maintenant, je veux te poser une question essentielle et je veux vraiment ta réponse en commentaire. Selon toi, quel est le meilleur chemin pour faire avancer la cause sahraoui dans les 5 prochaines années? Renforcer le soutien militaire au Polisario pour qu'il ait plus de poids sur le terrain, multiplier les efforts diplomatiques pour obtenir des reconnaissances supplémentaires de la RASD dans le Sud. Global porteur le dossier devant la Cour internationale de justice pour obtenir un avis consultatif définitif contraignant, ou médiatiser massivement la cause sahraoui dans les opinions publiques occidentales pour créer une pression citoyenne. Dis-moi ta priorité argumente parce que ce débat détermine l'avenir de 173 600 personnes et de toute la géopolitique du Maghreb. Avant de te laisser, je veux qu'on récapitule ensemble les 5 choses les plus importantes que tu dois retenir de cette vidéo. Première chose, le conflit du Sahara occidental dure depuis 51 ans depuis 1975. Il oppose le Front Polisario Mouvement de Libération Nationale Sahraoui au Royaume du Maroc qui occupe militairement les 2/3 du territoire. Et les Nations Unies n'ont jamais organisé le référendum d'autodétermination pourtant prévu par les accords de 1991. Deuxième chose, 173 600 réfugiés vivent dans les camps de Tindouf en Algérie depuis un demi-siècle dans des conditions climatiques et matérielles extrêmes, avec une organisation sociale et politique remarquable malgré les difficultés et avec une espérance inébranlable du retour sur la terre ancestrale. Troisième chose, depuis 2020, le dossier s'est dramatiquement polarisé. Les États-Unis sous Trump, l'Espagne en 2022, la France sous Macron ont tous basculé dans le camp marocain. L'Algérie, la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud et une large coalition de pays du Sud maintiennent leur soutien à l'autodétermination. Quatrième chose, pour l'Algérie, ce dossier n'est pas négociable. Il touche à sa doctrine diplomatique fondatrice de soutien aux peuples opprimés. Il touche à son équilibre stratégique régional vis-à-vis du Maroc. Il touche à sa crédibilité internationale comme défenseur du droit international. Cinquième chose, le scénario le plus probable à court terme est le statu quo prolongé. Mais le scénario le plus dangereux serait une escalade militaire qui entraînerait directement l'Algérie et le Maroc dans un affrontement. Et le scénario le plus prometteur à long terme serait une reconnaissance progressive élargie de la République arabe sahraoui démocratique par les pays du Sud global. Maintenant, 3 choses à faire pour toi. 3 choses simples mais essentielles. Premièrement, dis-moi en commentaire depuis quel pays tu nous regardes. Et dis-moi aussi si dans ton pays, les médias couvrent le conflit du Sahara occidental ou s'ils l'ignorent systématiquement comme le font les médias français. Témoigne parce que tes témoignages révèlent l'état réel du silence médiatique mondial sur ce drame humanitaire de 50 ans. Deuxièmement, réponse à cette question, parmi les 4 scénarios que j'ai présentés, lequel te semble le plus probable à l'horizon 2030? Le statu quo prolongé, l'escalade militaire, la percée diplomatique ou la reconnaissance élargie de la RASD? Et lequel souhaiterais-tu voir se réaliser pour faire justice aux Sahraouis? Dis-moi tes réponses argumentées parce que ta réflexion contribue à une conscience collective mondiale. Troisièmement, et c'est le plus important, partage cette vidéo avec un membre de ta famille qui ignore tout du drame sahraoui, avec un ami qui s'intéresse aux conflits internationaux mais n'a jamais entendu parler de Tindouf, avec un jeune qui cherche à comprendre les vraies lignes de fracture du monde contemporain. Donne-lui cette histoire, donne-lui ces chiffres et laisse-le se forger sa propre conscience politique. Parce que Voix des Chouada, c'est la voix des peuples oubliés, la chaîne qui refuse le silence médiatique, la chaîne qui rend visibles les combats invisibles. Cette chaîne vit uniquement grâce à toi, à ton like, à ton commentaire, à ton partage, à ton abonnement. Chaque geste de ta part, c'est une pierre ajoutée au monument invisible que nous construisons ensemble pour les peuples qui luttent. Dans la prochaine vidéo, on va parler de quelque chose qui va te faire comprendre la nouvelle puissance énergétique algérienne, le gaz algérien qui sauve l'Europe de l'hiver russe. Comment en 3 ans l'Algérie est devenue le fournisseur gazier numéro 1 de l'Italie et de l'Espagne. Et pourquoi cette position énergétique donne aujourd'hui à Alger un levier géopolitique que Paris refuse de reconnaître publiquement. Tu ne veux pas rater ça. Abonne-toi, active la cloche et à très vite.